Entre vous et nous, avec Cyril. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. On est ici à la Foire du Valais en direct pour vous avec nos experts du Chablais qui nous ont retrouvés sur le stand Radio Chablais. On va vous les présenter, on va vous présenter bien sûr aussi les thématiques. Joël Vocat de Genedis, bonjour. Bonjour Cyril. Comment ça va ? Ça va très bien. On va parler avec vous bien sûr énergie, communication dans le monde de l'énergie, mais pas que, parce que vous sortez d'une conférence, il me semble, qui vous a pas mal interpellé. On en parle d'ici quelques instants, ça vous va ? Volontiers. Logipro SARL, Guillaume Boisdin, notre expert immobilier avec Brevet Fédéral, bonjour. Bonjour Cyril. Comment va ? Mais extra, merci et vous ? Une merveille. On parle de propriété aujourd'hui avec vous. Est-ce qu'il faut être propriétaire ? Oui, non, pourquoi ? Exactement. On est bien dans le thème, j'ai tout compris. Fatal Bike, Martin Coirot, bonjour. Salut Cyril. Ça va ? Fantastique. Ouais. Une merveille. Ensemble, on parle gentiment de la fin de la saison, même si c'est un très très bel été indien. Comment préparer son vélo pour l'hiver, entre guillemets, qu'il soit déjà prêt pour la prochaine rentrée. Pour la prochaine rentrée et pour cet automne aussi. Eh ben tout va bien. Entre vous et nous, c'est à la Foire du Valais et c'est parti. Joël Vocat de Genedis, vous sortez d'une conférence à l'instant. Que s'est-il passé ? Parce que je vous sens tout perturbé. Oui, je suis un peu perturbé. Non, c'est une conférence qui traitait de l'IA, l'intelligence artificielle. Et puis, je pense qu'on utilise à peu près tous ChatGPT. En tout cas, les 400 personnes qui étaient dans la salle ont tous levé le bras. Ah ouais ? Oui, c'était Ok. assez intéressant. Donc, tout le monde utilise ChatGPT. Tout le monde, un tiers comprend plus ou moins comment ça fonctionne. Et puis, il n'y a C'est personne toujours la même qui chose, sait ce qui se cache vraiment derrière. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement, c'est un appui. Et puis il y a une chose qui est ressortie aussi qui est intéressante, c'est qu'on ne va pas être remplacé en tant que collaborateur ou en tant qu'employé, on ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle, mais on va être remplacé par des gens qui l'utilisent. Donc Ouais, c'est des qui savent le c'est des maîtriser. petits codes ou qui savent le maîtriser. Et puis quelque chose que j'ai retenu aussi, c'est dans la com et c'est aussi dans le multimédia, c'est qu'il faut se méfier de tout ce qui est écrit et de tout ce qui est créé en termes de photos, de vidéos, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de fake. Et il faut de plus en plus vérifier. Alors je ne sais pas ce qui va se passer ces 10 prochaines années, mais en tout cas, tout ce qui est vu, lu ou entendu n'est pas forcément ce qui correspond à la pure réalité. vérité. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette semaine, on fait tous les jours, dans le cadre de la collaboration avec Chablais Région, des émissions avec les communes du Chablais. Je fais des quiz tous les soirs. Et moi, naïvement, je me suis basé beaucoup au début sur Wikipédia. Et on a eu des erreurs quasiment à chaque fois avec des municipaux qui nous disaient non, ton chiffre il est faux, non, ton anecdote elle n'est pas juste. Et effectivement, après contrôle, on se rend compte que même Wikipédia n'est pas du tout parole d'évangile. Exactement. Et puis pour faire un peu un parallèle, c'est que on va parler un peu d'énergie quand même, parce que vous êtes quand je même suis là un peu pour ça. On doit vulgariser les choses, en fait, on doit communiquer différemment, on doit expliquer différemment. Et là, on a fait une expérience durant ces 10 jours de la foire, alors c'est encore pas fini, mais on a fait une expérience sur le stand Genedis où en fait on a essayé de vulgariser au maximum le fonctionnement d'une maison entre guillemets idéale, avec des panneaux solaires, avec un compteur intelligent, avec une répartition de la consommation en interne, avec la réinjection. Et on se rend compte qu'on a encore beaucoup de travail. Vous étiez sur le stand, vous avez pu vous rendre compte aussi. Et est-ce que vous avez compris maintenant ? Alors gentiment, vous savez, moi si on m'explique très très longtemps, je comprends super vite. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'avantage de cette vulgarisation, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on peut mettre une pompe à chaleur ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Pourquoi on va mettre du photovoltaïque ? Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Et là, effectivement, on avait vraiment cette sensation directe et cette compréhension. Et ça, comme vous le dites, c'est essentiel. C'est devenu encore plus important. Expliquer les démarches, pas partir tête baissée, faire une analyse avant de procéder à des rénovations d'un certain montant. On a créé 3 scénarios en fait sur ce stand, c'est tout simple. On a créé un scénario avec de la nuit ou des nuages, un peu de soleil et puis 100% soleil. Puis il y a des flux lumineux, puis on explique par les flux lumineux. Quand il y a du soleil qui arrive, qu'est-ce qui se passe dans la maison ? Est-ce que ma bande de recharge fonctionne avec le soleil ou pas ? Est-ce que je réinjecte sur le réseau ou pas, etc. Et on se rend compte qu'en 20 secondes, on arrive à expliquer ça au client. Mais après, on rentre dans la démarche d'analyse avant de faire une rénovation. Et là, il faut faire une audit énergétique pour se rendre compte, on l'a dit et je le répète encore, on ne va pas changer le chauffage d'une passoire, ça ne sert à rien. Voilà, la base, elle est là. C'est qu'il faut d'abord se rendre compte qu'on peut faire tous les travaux qu'on veut, mais la base des travaux, c'est déjà d'isoler, c'est déjà que la maison soit au point pour pouvoir déjà conserver un maximum de chaleur et faire un minimum de perdition. C'est exactement ça et je vais le répéter à chaque fois parce qu'on voit que malgré tout, ça fait quelques années qu'on en parle et on a eu
plus de 3000 personnes qui ont participé à l'animation sur le stand. Enfin, forcément, Ouais, ça marche. cartonne, ouais. Mais on se rend compte que quand on discute avec les gens, il manque encore beaucoup d'informations. Et on doit continuer de faire ce travail de SAP qui va rendre service aux clients, aux interlocuteurs, parce que finalement, je mets des panneaux solaires, je deviens un producteur, donc je diminue ma facture d'électricité, je réinjecte, je suis payé pour ça. J'isole ma maison, je baisse également ma consommation. Nous maintenant on va poser d'ici 3 à 5 ans des compteurs intelligents qui permettront via une liaison fibre optique de disposer des données des clients en termes de consommation pour mieux les conseiller encore et puis vraiment faire ces choses de façon réfléchie et intelligente. Ouais. Et je le redis encore une fois pour ceux qui hésitent, qui ont un petit peu d'argent de côté, mettez des panneaux solaires pour autant que votre maison soit, je dirais, isolée et qu'elle soit propice à ce genre d'énergie, mais mettez des panneaux solaires. On va en discuter tout à l'heure avec justement notre expert immobilier dans la transition, mais c'est vrai que je discutais hier, typiquement ici à la Fort du Valais, avec un ami qui habite à Antagne, qui me disait, voilà, nous on a 2 voitures électriques, on a 3 vélos électriques, on a isolé la maison, mis les panneaux, la pompe à chaleur, il me dit, on ne dépense rien, la maison me coûte 0 francs en énergie, et tous les soirs, il recharge les véhicules et les vélos. Bon, là, il y a des moyens aussi, parce que pour avoir 2 voitures électriques, 3 vélos électriques et tout le reste, il faut aussi un petit peu de financement derrière. Et puis, je pense qu'il faut une installation d'une certaine taille aussi. Mais c'est un bon exemple, justement. C'est un bon exemple. Après, je pense que tout un chacun n'a pas besoin d'aller dans cet extrême-là. Il en faut. Après, oui, bien réfléchir à toutes ces démarches. Et puis, le kilowattheure le moins cher, c'est celui qui n'est pas consommé. Ça, je le redis chaque fois. À chaque fois. Guillaume Moidin, vous vouliez dire quelque chose, je vous ai vu lever le doigt. Oui, par rapport à cet adage qui dit, moi j'ai toute l'installation photovoltaïque à la maison, je recharge le soir. Alors souvent les gens confondent, il faut quand même pas oublier que quand vous rechargez votre véhicule électrique à la maison le soir, c'est pas vos panneaux photovoltaïques bien entendu qui rechargent votre véhicule, vous prenez sur le réseau. Vos panneaux ils produisent en journée quand il y a du soleil, donc votre lieu de travail accessoirement, mais si vous rentrez a fortiori à la période de l'année où on commence maintenant où il fait noir le soir, quand vous rentrez à la maison, c'est en aucun cas vos panneaux solaires qui rechargent votre voiture. Alors, merci. Intéressant. Merci pour cette précision. C'est exactement ça. Et je pense que l'autonomie énergétique dans une maison vient aussi d'un changement d'habitude. Ouais. Et il faut faire les choses intelligemment, non seulement dans la rénovation, mais après dans l'utilisation. Et un des scénarios qu'on montre sur le stand, justement, c'est il fait nuit, j'ai pas de soleil, le 100% d'énergie vient du réseau. Donc effectivement, Guillaume, tu as raison de le souligner. Il y a des gens qui pensent que j'ai une voiture électrique, je recharge la nuit, donc c'est tout bon. Non, c'est pas tout bon. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le faire la journée quand il y a du soleil. Mais ça demande une modification d'organisation. Alors, ça demande d'avoir une voiture avec une certaine autonomie. Mais je prends un exemple concret. Je travaille à 15 minutes de mon domicile. Je suis en plaine, par exemple. J'ai une voiture qui a 300 km d'autonomie. Toute la semaine, ça va jouer. Le week-end, je peux laisser ma voiture chargée. Ouais. Et puis ça va marcher très bien. Puis c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Puis après, il y a un autre élément aussi. C'est qu'une voiture va charger avec 11 kW à peu près. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Et une installation solaire, pour arriver à 11 kW, il faut quand même 70-80 mètres carrés. Ça va coûter 35-40 000 francs. Et en fait, je ne vais pas faire que charger ma voiture. Je vais avoir d'autres appareils. Donc, je ne vais pas arriver aux 11 kW. Donc, je vais prendre une partie sur le réseau. Donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout du bout, je fais que charger ma voiture, je mets rien d'autre à côté pour être à 100% autonome avec l'énergie solaire pour ma voiture. Mais après, en complément de tout ça, il faut aussi se rendre compte, justement, en venant ici avec le train tout à l'heure, je voyais les panneaux solaires qui sont juste avant le stade, là, dans un champ. L'autre jour, j'ai été visiter l'Arsenal à Aigle, où tout le toit de l'Arsenal est en photovoltaïque désormais. On voit aussi la Migros à Aigle, la grande Migros, qui a couvert le parking. Et là, il y a de la production. Ça veut dire qu'aussi, maintenant, si on convertit et à la maison et au niveau professionnel, on arrivera à la solution idéale, parce que ça veut dire que quand on va bosser, on peut recharger. Alors idéal, si une semaine il n'y a pas de soleil, on sera un peu embêté si on met que des panneaux solaires. Il y a un mix énergétique à trouver, mais de toute façon ça va y contribuer. On voit que équiper les surfaces existantes, c'est une bonne chose. Vous avez peut-être vu dans la presse dernièrement, oui, le décret il n'a pas passé, oui, ça remet tout en question. Non, ça ne remet rien en question, c'est juste qu'il y a certains projets qui vont prendre plus de temps. Mais on voit qu'il y a d'autres alternatives et Genedis l'a prouvé en étant choisi par l'OFRU pour équiper les autoroutes en Valais avec des panneaux solaires. Donc je fais un petit peu de pub aussi, mais enfin quoi que c'est même pas de la pub, ça a été annoncé. Mais petite fierté personnelle. Petite fierté personnelle, mais on voit qu'il y a des alternatives. Mais c'est vrai que couvrir l'existant, c'est bien. Réfléchir à des grands parcs, c'est bien aussi.
C'est un mix de tout et C'est j'en ça. parle depuis le début. Il ne faut pas dire l'éolien c'est pas bien, le solaire c'est pas bien, le nucléaire c'est pas bien. C'est une totalité. Non, il faut réfléchir globalement. Et puis nous, en tant que citoyens, on a un rôle essentiel à jouer là-dedans. C'est dans la rénovation des bâtiments, puis après par des éco-gestes, des gestes simples. Mais de nouveau, on va perdre un petit peu en confort, mais je pense que c'est pas trop un souci. Puis on demandera à ChatGPT ce qu'il en pense. Et puis on aura la solution, c'est ça que vous voulez proposer. Non, au niveau communication, on rappelle aujourd'hui, c'est vraiment la thématique avec vous, Joël Vocat, c'est communiquer, expliquer, discuter, échanger, pour pouvoir trouver toujours les bonnes solutions. Martin, vous aviez une question ? Ouais, c'est surtout au niveau de l'espérance de vie de ces panneaux solaires. Ça, c'est une excellente question. Alors, je peux y répondre parce qu'on a posé une centrale photovoltaïque sur un bâtiment d'une entreprise, je ne citerai pas laquelle. Et puis, ça fait 20 ans environ qu'on a posé ces panneaux. Et puis, en 20 ans, à votre avis, combien on a perdu d'efficacité de production des cellules solaires ? 15%. Ouais, on est à 8. C'est pas mal parce que la plupart, ils disent entre 50 et 60%. On a perdu 8% en seulement. 20 ans, oui. Ah, ça va. 8-9%, donc ça va très bien. Après, c'est clair que les matériaux ont changé, ils sont plus performants, ils sont moins chers, etc. Mais on a perdu 8%. C'est pas tout à fait à ce niveau-là qu'on a des soucis, c'est plutôt au niveau des appareils électroniques, les micro-onduleurs ou les onduleurs, qui eux souvent sont sous les panneaux, les micro-onduleurs qui sont soumis à des charges de chaleur ou de froid. Et là, la durée de vie, elle n'est pas autant grande. Mais on n'a pas encore assez de recul. Mais non, au niveau des panneaux, c'est très faible. Après, vous parliez alors justement pour la rénovation de la maison, isoler, faire attention, perdition de chaleur. Puis on oublie aussi souvent les appareils électriques. Moi, je vois, j'ai un vieux congélo en bas dans ma cave, et typiquement celui-là qui a une dizaine d'années, il faudrait que je fasse l'effort de le changer parce que du coup, je consomme moins, et là aussi, je suis plus efficace. Alors, tout à fait. Tout Voilà. à fait. Bah, c'est j'aime comme bien avoir l'éclairage. raison, c'était sympa. Non, merci. mais c'est comme l'éclairage. Mais après, il faut être pragmatique. Je pense que avant de mettre du LED à 100% dans la maison, qui va coûter quand même un certain montant et dont le retour sur investissement va prendre quelques mois, voire quelques années, il faut faire les choses de façon intelligente. Et quoi de plus intelligent que de nous appeler pour avoir les bons conseils. Demander conseil, effectivement. Ce qu'on a fait l'autre jour, justement, en discutant avec vos collègues par rapport à exactement là où j'habite. Alors, la communication essentielle, de nouveau, c'était le mot d'ordre du jour. Oui, c'est le mot d'ordre du jour et vraiment que les gens soient à l'aise dans ce secteur-là. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Au contraire, Ben, c'est ça. la question la plus bête, quelque part, c'est celle qui n'est pas posée. Donc, vraiment, nous solliciter dans ces domaines-là. De nouveau, on n'a pas la science infuse, mais on connaît quand même un petit peu notre métier. Et puis, on est super fiers et super contents de contribuer aussi à cette baisse de consommation parce que, qu'on le veuille ou pas, je pense qu'on va dans cette direction où on va devoir baisser un peu notre confort pour vivre autant bien. Pour vivre autant bien justement et le mieux possible, avec différents exemples. Là, on a parlé tout à l'heure par exemple de l'Arsenal ou de la Migros-Aigle avec des toits. J'ai vu l'autre jour aussi un hôtel à Villars qui est désormais tout équipé avec des panneaux solaires même sur les balcons. C'est pas de la symbolique, il y a vraiment une efficience et dans ces rénovations et dans l'avenir, dans le développement, on peut toutes et tous, professionnels et privés, y contribuer. Oui, et puis Guillaume pourra en parler. Il y a une loi qui est en cours au Parlement cantonal valaisan pour obliger, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas les nouvelles constructions à avoir des panneaux solaires. Donc on voit que ça s'est mis en route. Il y a une étape qui a été passée. passée. Maintenant, il y a un apprentissage aussi qui existe dans ce secteur-là. Donc on a du retard, ok, mais arrêtons de créer un climat anxiogène où c'est faux, c'est pas bien, on est en retard. Non, les choses sont en place, se mettent en place, mais on est aussi face à un peu des inconnus. Et puis on est dans une société de consommation où on se pose peut-être pas toutes certaines de ces questions. Et puis finalement, tout va bien. Et c'est parti pour cette deuxième partie d'entre vous et nous, en direct bien sûr de la Foire du Valais avec nos experts du jour. On a parlé énergie tout à l'heure et communication dans le monde de l'énergie avec Joël Vocat de Genedis. Tout va bien, Joël ? Tout va très bien. Une merveille, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme forum ? Parce que je sais qu'il y en a un peu tout plein. C'est passionnant cette Foire du Valais pour ça aussi, c'est qu'on fait des échanges, on fait des relations professionnelles, on fait clairement du business. Je suis pas sûr que mon planning vous intéresse et intéresse les auditeurs. Non mais il y a honnêtement beaucoup de rencontres. Vous étiez tout à l'heure justement pour C'était une une conférence sur ChatGPT. l'intelligence artificielle, mais après c'est vrai que derrière, dans l'espace Innotech qui est juste derrière nous, il y a des conférences tout le temps. Ouais. Non, c'est un magnifique espace de jeu pour apprendre plein de choses avec un verre à la main. Et puis pour bosser tranquille, parce que hier on a bossé tous les deux tranquille dans un petit coin justement à l'Innotech pour les exposants. Et ça, je dois dire qu'ils ont vraiment bien fait les choses. On peut s'isoler, on peut bosser aussi tranquillement, quoi. Tout est parfaitement organisé. Guillaume Boisdin, Logipro SARL à Valdilier, notre expert. Justement, on va parler maintenant propriété. Alors, faut acheter ou faut pas acheter ? Pourquoi on achèterait ? Pourquoi je deviendrais propriétaire ?
Très bonne question. Merci, merci. Je me suis dit aujourd'hui le thème, allez, de quoi on parle. C'est vrai que devenir propriétaire, est-ce que c'est une bonne idée en Suisse? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Je me suis dit que c'est un sujet qui allait en tout cas peut-être, si pas intéresser tout le monde, qui allait attirer l'attention. Alors c'est intéressant parce qu'il y a vraiment, on voit par rapport à, on va dire au pays peut-être, aussi aux habitudes. On sait que nos amis français ont plus l'habitude de devenir propriétaires. On achète peut-être plus facilement et rapidement déjà des appartements, son appartement ou autre. C'est moins une tradition en Suisse. Pourquoi et comment ça fonctionne? Alors, comme d'habitude, Cyril, vous êtes dans le mille. J'allais commencer mon intervention par ça. On entend souvent dire la Suisse est un pays de locataires. Ouais. Ce qui est vrai. On a une moyenne de propriétaires qui est de l'ordre de 30, j'ai noté, je vous adorais les chiffres. On a 36% de propriétaires en Suisse, Ah, c'est pas grand-chose. donc 64% de locataires. Mais la réalité derrière ça, c'est que les gens, la majorité de la population qui est locataire, c'est pas forcément un choix. Pour certains, c'est un choix, mais pour la grande majorité des locataires, c'est par dépit. Et si ces gens-là avaient le choix, ils seraient propriétaires. Donc le but de cette intervention aujourd'hui, bon, je ne vais pas vous donner mon avis personnel parce que c'est pas le but. J'ai essayé de faire un de portrait lister un petit peu. assez neutre de quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, pour revenir un peu aux chiffres, 36% de propriétaires en Suisse, c'est une moyenne nationale. Ça peut énormément varier. Pour rester en Suisse romande, à Genève, c'est 18% de propriétaires seulement. Ouais, mais forcément. Voilà. En Valais, on est à 57%, donc on se rapproche de la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est environ 70%. Donc il faut savoir que la Suisse est bon dernier en Europe, dans le classement du pourcentage de la population qui est propriétaire. Donc il y a un certain nombre d'avantages à devenir propriétaire. Je les ai par contre classés, moi, personnellement, dans l'ordre d'importance. Le premier critère, je pense, qui est avantageux quand on devient propriétaire, c'est que, pour vulgariser, on arrête de payer dans le vide. Ouais. On connaît, c'est pas la majorité, mais on connaît, il y a tout le monde a quelqu'un autour de soi qui paye 2000 francs de loyer par mois. Bon, bah, vous annualisez ça fait 24 000 par an quand même. Vous faites x10 pour faire une décennie, 10 ans c'est vite passé. Quand on a 20 ans, on trouve que 10 ans ça passe lentement. Quand on en a 40, on se rend compte que ça passe pas si longtemps que ça. Donc 24 000 francs de loyer annuel x10, c'est 240 000 francs d'argent à quelque part qui est jeté par la fenêtre. Pas vraiment, parce que ça vous a donné un toit. Il faut bien habiter quelque part. Ouais. Mais cet argent, vous ne le reverrez plus. C'est de la perte nette, c'est-à-dire que ces 240 000 francs que vous avez gagnés à la sueur de votre front et que vous avez dépensé, votre patrimoine sur ces 10 ans n'a pas progressé d'un centime. Donc le fait de devenir propriétaire, c'est déjà ne plus payer dans le vide. C'est payer pour vous-même. Donc ça, c'est quand même un critère. Je veux dire, on adore tous pour la plupart notre travail, mais on va quand même travailler parce qu'on a besoin de gagner notre croûte. Donc c'est pas évident de faire rentrer de l'argent. Donc si on pouvait le dépenser plus intelligemment, ce serait génial. Le deuxième critère que j'ai listé, la sécurité du logement. Pour parler un peu de la fameuse pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Bon, bah, le logement, c'est première couche. Bah oui. Besoins physiologiques, boire, manger, dormir, entre guillemets. Donc avoir un toit. Donc sécuriser son logement, et a fortiori, quand on est jeune, 20 ans, 25 ans, j'irai dormir chez un copain. Mais quand on commence à avoir une famille, un mari, une épouse, des enfants, ou alors quand on vieillit, sécuriser son logement et pas recevoir une lettre un jour en disant l'appartement que vous louez depuis 30 ans, que vous avez pris soin, il vient d'être vendu, puis le nouveau propriétaire il veut venir habiter, il faut partir, ou autre, c'est quand même une sécurité dans la vie fondamentale de sécuriser son propre logement. En plus, on est dans des conditions de marché de location qui sont très tendues, donc il y a des milliers d'histoires autour de nous, la gérance est impitoyable, le loyer va encore augmenter, etc. Donc on sécurise son logement. Le troisième critère, qui est très important aussi, c'est qu'en devenant propriétaire, vous vous constituez un patrimoine. Donc encore une fois, quand on a 20 ans, se constituer un patrimoine, ça ne parle pas grand-chose aux jeunes, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, éventuellement, qu'on fonde une famille et qu'on se rapproche de la retraite, là, ça commence à faire du sens. Et c'est vrai que se constituer un patrimoine, c'est quand même énormément consolider sa qualité de vie et aussi consolider son statut de futur retraité, puisque, sauf pépin majeur, on va quand même tous un jour être retraités. C'est assurer son avenir comme on ferait pour un troisième pilier. Joël Vocat ? Oui, j'avais une question. Parce que comment tu expliques, Guillaume, que les jeunes, ils ont de plus en plus de peine à mettre de l'argent de côté,
qui préfèrent entre guillemets payer 2000 ou X milliers de francs, comme tu disais, de loyer, plutôt que de mettre un peu d'argent de côté et de devenir propriétaire? Bonne question. Alors, là, comme ça, à chaud, j'ai quand même l'impression qu'on vit aujourd'hui dans une société où il y a une surabondance de tentations, j'ai envie de dire, que ce soit des tentations vestimentaires, de voyage, une voiture, une moto, des loisirs. Enfin, il y a X façons de profiter de l'instant. On est aussi dans une société où on veut profiter de l'instant. On consomme, on consomme, on consomme. C'est vrai que c'est plus facile de se dire bon, je bosse à fond ce mois-ci, je dépense pas trop, puis le mois prochain, je me fais un week-end de fou avec ma copine, on va à Zermatt, on se prend un 5 étoiles. Enfin, c'est vrai que c'est vivre le moment présent. Constituer un patrimoine, devenir propriétaire, c'est un travail de longue haleine. Et c'est vrai que pour un jeune, de se dire bon, je vais y venir après, voilà, de se dire, de se faire un plan à 5 ans ou à 10 ans pour un jeune, pour un moins jeune, c'est pas facile. Il faut tenir sur la distance. Donc se constituer un patrimoine, pour y revenir, c'est, comment dire, on entend aussi souvent, ou on lit dans la presse, des retraités qui disent punaise, j'ai bossé toute ma vie, j'ai cotisé, je suis locataire et j'ai pas une retraite décente. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème de société derrière. C'est clair qu'on va toucher des retraites qui ont été calculées sur un ratio qui date de... Mais de nouveau, c'est ce que vous dites, c'est que c'est du complémentaire. Hein. Quand je parlais de troisième pilier justement tout à l'heure, c'est un ensemble de choses, comme vous le dites, pour constituer un patrimoine puis assurer, entre guillemets, un avenir. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai 44 ans. Vous vexez pas, ne vous vexez pas. Pour situer aux auditeurs dans ma réflexion personnelle, dans ma vie personnelle, il n'y a pas si longtemps que ça que je me suis posé la question, donc c'est assez récent de me dire, bon alors, si je prends ma retraite à 64, admettons, 65 ans, allez, j'espère vivre quand même, soyons optimistes, j'espère vivre 20 ans à la retraite. Mais même calculons que 10, de faire ça bien, je me dis, il me faut combien d'argent de côté pour que ça fonctionne. En plus de ma rente AVS qui va être une peau de chagrin et de mon troisième pilier, combien il faut que j'ai de côté? Faites votre calcul, asseyez-vous avant de tirer le trait parce que vous allez être surpris. La retraite, c'est quand même une période de la vie où on arrive, on se dit, bon sang, j'ai bossé toute ma vie, j'aimerais quand même pouvoir profiter, pas tomber en dépression quand la voiture tombe en panne et puis pouvoir un peu voyager, profiter, etc. Donc c'est clair que de s'être constitué un patrimoine immobilier, déjà pour sa propre résidence, et si c'est possible, en plus d'avoir des investissements autour, c'est un confort phénoménal pour votre retraite. Et vous ne serez pas un jour dans le matin à dire moi j'ai dû partir au Portugal, habiter pour ma retraite pour avoir une retraite décente. Donc vous constituez un patrimoine et vous sécurisez à quelque part votre retraite. Mais non, mais c'est juste, c'est très juste. C'est tout juste en fait. Voilà. C'est tout juste. Il nous reste 4 minutes. Il est bon ce Guillaume. Alors après 4 minutes, en plus en devenant propriétaire, vous allez dépenser moins chaque mois qu'en étant locataire. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais admettons pour arrondir, vu que les taux ont un peu changé, c'est plus tout à fait ça, mais encore pas si longtemps, vous aviez un loyer de 2000 francs, vous seriez le lendemain devenu propriétaire du même appartement, votre loyer serait passé à 1000 francs, voire à moins. Donc chaque mois, vous épargnez d'autant plus. Vous bénéficiez d'avantages fiscaux, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, Cyril va me faire des gros yeux, mais vous avez pas mal de déductions possibles sur vos frais d'entretien, bien entendu. Vous pouvez déduire les intérêts que vous payez sur votre dette hypothécaire. Et puis si vous êtes malin en plus, quand vous faites des amortissements, là vous vous faites conseiller par une société que je ne nommerai pas, mais qui peut se trouver à Valdivier par exemple, qui fait ça très bien, qui s'appelle Logipro. Mais vous pouvez défiscaliser un certain nombre de choses, la charge de votre dette, vous créez un fonds de prévoyance en amortissant, etc. etc. Et puis au final, dernier critère, mais la liste pourrait encore être longue, on pourrait être encore là demain matin, des avantages concrets d'être propriétaire, c'est que vous êtes chez vous. Et il paraît que quand vous êtes chez vous, vous êtes heureux. Pas besoin de demander l'accord de la gérance si vous voulez faire un trou dans le mur pour mettre un cadre. Home sweet home. Avec Home Sweet Home. Voilà. Les inconvénients, je vous avoue, et là c'est pas de la mauvaise foi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Les inconvénients, déjà, mais... les inconvénients d'être propriétaire, ou plutôt les avantages d'être locataire, c'est clair, c'est liberté totale. Ouais. Je suis là, je suis pas là, l'année prochaine je suis ailleurs,
on vit dans un monde où les gens bougent beaucoup. C'est clair que quand vous avez un crédit hypothécaire sur le dos avec des amortissements, des intérêts à payer trimestriellement ou annuellement, vous êtes un petit peu moins libre quand même. Et puis après, il y a eu l'histoire des travaux. Je veux dire, si moi qui suis locataire, je sais que s'il y a une casse à la maison et qu'elle n'est pas de ma faute, on va dire, voilà. C'est pas à moi que ça va coûter. Alors vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, et je pense qu'il y en a quand même qui se disent à la radio, c'est bien joli, il m'a presque convaincu, c'est bien d'être propriétaire, mais on fait comment? Alors la méthode, c'est travail de longue haleine, c'est de la persévérance, mais j'ai envie de dire le premier argument déjà, faites le maximum, et ça se passe peut-être parfois tôt dans la vie. Alors on a la chance en Suisse d'avoir un système de formation où on peut se former tout au long de sa vie, mais faites tout votre possible pour augmenter vos revenus, puisque la banque, pour vous prêter de l'argent, elle va bien entendu vous demander si vous avez des fonds propres, mais elle va aussi vous demander quels sont vos revenus. Vous pourriez avoir des beaux fonds propres, si vous n'avez pas les revenus qui suivent, c'est pas possible. Donc de maximiser ses revenus, de se former, d'être qualifié, d'être compétent, d'être recherché dans son corps de métier, c'est déjà la garantie d'avoir un emploi, et un emploi bien rémunéré. Et puis si vous avez un emploi bien rémunéré, vous pouvez épargner, vous pouvez vous constituer des fonds propres, et le jour où vous avez vos fonds propres, vous pouvez aller vers la banque, et la banque vous fait un grand sourire, vous avez un bon dossier. J'ai l'impression de causer avec un grand-papa qui dirait « Tu vois mon petit-fils, tu vois comment il faut faire ?» 44 ans en même temps. Alors, pour terminer, il y en a qui vont me dire « Oui, mais bon, vous voyez, aujourd'hui, quand on est 4, 2 enfants, le moindre appartement, 4 pièces et demie, 5 pièces et demie, ou la moindre villa, c'est 1 million. C'est 200 000 francs de fonds propres. 200 000 francs de fonds propres, ça ne se constitue pas comme ça. Je l'ai dit juste avant, déjà, c'est un travail de longue haleine. Et vous n'êtes pas obligé de commencer avec tout de suite la villa ou l'appartement 4,5, 5,5. Vous pouvez commencer avec, je fais des petites projections. Un 2 pièces et demie, par exemple, quand on est jeune, ça suffit. Vous en trouvez autour de 300 000 francs. C'est 60 000 francs de fonds propres. 60 000 francs de fonds propres, ça se constitue. Ok, c'est du job, peut-être aller faire des extras, etc. Mais il vous faut un revenu brut annuel de 53 000 francs. Tout ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il faut bosser, quoi. Il faut bosser. On n'a rien sans rien. Mais surtout, il ne faut pas croire que l'accès à la propriété, c'est juste réservé à ceux qui ont des terrains dans la famille ou à ceux qui ont reçu des fonds propres des parents, ou etc. Je connais énormément de gens qui ont constitué leur premier achat immobilier à la sueur de leur front, et c'est possible. Merci Guillaume Boisdin, Logipro SARL à Valdilier, on le rappelle. Cette chronique, bien sûr, dès cet après-midi en podcast sur radiochablais.ch. Dans quelques instants, on se retrouve avec Martin Coirot pour parler vélo. Dernière partie de notre émission, 2 conseils avec nos experts de la région. Joël Vocat, en première partie de Genedis, nous a parlé communication dans le monde de l'énergie. On a parlé avec Guillaume Boisdin de l'avantage ou non d'être propriétaire. Guillaume Boisdin, notre expert immobilier de Logipro à Valdilier, qui adore conseiller d'ailleurs, justement. Et puis on va finir en beauté avec Martin Coirot de Fatal Bike à Montaix. Maintenant, alors on est dans les Terriens, donc on roule encore beaucoup à vélo. Mais si on veut le remiser pour l'hiver, qu'est-ce qu'on doit faire ? Effectivement, maintenant qu'on a passé un super été, qu'on a pu rouler énormément avec son vélo, ou alors comme beaucoup de monde qui ont commencé le vélo électrique en début de saison, qui ont bien profité tout l'été, il faut savoir qu'un vélo, ça s'entretient de façon très régulière pour éviter un maximum de frais. C'est clair que si on roule son vélo pendant 2 ans, il ne faut pas s'étonner d'avoir quasiment jusqu'à 20% du prix du vélo en réparation. Ouais, mais ce qui est logique, hein, effectivement, on en parlait quand je suis venu vous voir l'autre jour justement pour l'entretien régulier. 1200 bornes, vous m'avez dit, mais c'est normal, là il y a des choses à changer, il y a les freins à disque à regarder, enfin toutes ces choses-là, logique. Moi je conseille tout le temps à mes clients à 600 km de jeter un œil, que ce soit aux plaquettes, à l'usure de la chaîne, alors s'ils ne savent pas le faire, de passer en magasin. Électrique ou pas électrique. Hein, électrique ou pas électrique. 600 bornes. J'ai cru qu'il allait dire jeter le vélo à 600, il faut jeter le vélo. Jeter un œil. Ouais, bon commerçant. 600 bornes, en moyenne, toutes les 600 bornes, on fait un check avec son magasin préféré, puis on regarde comment ça va. Voilà, alors c'est vraiment un check, hein, c'est pas parler d'un service ou quelque chose. Ouais. C'est la plupart des magasins mettent quelques secondes à regarder l'usure de la chaîne et des plaquettes. La plupart du temps, ça ne coûte rien, mais au moins ça évite qu'on se retrouve dans une situation où tout est détruit. Ouais, c'est ça justement. De nouveau la même chose, hein, c'est entretenir pour que ça dure plus longtemps, pour pas faire péter la chaîne tout à coup, parce que justement on l'a pas entretenu. Ça veut dire mettre un peu de gras là où il faut, comme il faut, et suivre son matériel comme on le ferait avec n'importe quoi. Tout à fait, parce que si on se dit qu'on change notre chaîne un peu plus tard, tout ce qui est pignonnerie derrière va s'user beaucoup plus vite. Bah ouais.
Le pignon avant, pareil. Et puis ça coûte une blinde quand il faut changer tout ça. C'est un autre budget, effectivement. Effectivement. Alors, on parle justement de suivi, d'entretien. Et puis après, il y a aussi la préparation de se dire, maintenant, je dois faire attention aux pneus, je dois faire attention aux plaquettes de frein, vous l'avez dit, à la chaîne et autres. Là, on rentre, pour ma part, dans une des meilleures périodes de l'année pour rouler en VTT. Ok. Pourquoi ? Il y a beaucoup moins de monde sur les chemins, la température est douce. On peut rouler aussi avec des phares. Joël Voquette ? Non, c'est un super conseil. C'est vrai que j'étais plutôt dans l'autre, il fait froid, il faut s'habiller, mais non, alors je retiens le conseil. Ouais. Bonne période pour rouler encore. Exactement, on peut vraiment en profiter, mais si on part dans cette optique-là et qu'on s'équipe avec des phares, des habits adaptés, il faut penser que l'automne et le début de l'hiver est encore long. Donc on peut encore rouler 2 mois, 3 fois par semaine. Jusqu'à fin novembre, si on s'équipe un petit peu, ça va quoi. C'est assez fréquent de rouler même en décembre. Ok. Et puis bon, après, bien sûr, on fait un petit peu attention. On fait peut-être pas trop tôt le matin suivant la rosée ou autre. Mais voilà, c'est encore possible de rouler. Mais de nouveau, en faisant attention aussi à l'équipement qu'on a pour le vélo et à être adapté. Exact. Et on a tendance aussi à oublier qu'il faut entretenir ses suspensions parce que la plupart du temps, maintenant, surtout pour les vélos électriques, c'est des vélos qui sont tous suspendus, donc avec une suspension à l'avant et à l'arrière. Et ça demande un entretien annuel. Parce que du coup, il y a de l'hydraulique à l'intérieur, il y a des petits joints, et c'est des choses, si on ne fait pas un petit service sur ces suspensions, on risque de les détruire. Et une fourche ou un amortisseur, c'est vite plus de 1000 francs. Ah, ça va très très vite. Alors, ça me fait marrer parce que moi j'entretenais mes vélos moi-même à la grande époque et tout. Puis l'autre fois j'ai voulu regarder le frein à disque et même pas j'ai été regarder un tutoriel sur YouTube. J'ai fait allez, je le ramène chez Martin, il va se débrouiller avec ça. Parce que c'est devenu très très pointu, il faut faire très attention. Voilà, c'est devenu très pointu. On a toujours le discours des gens qui disent oui mais avant c'était super fiable, j'ai roulé pendant 5 ans, j'ai jamais fait un service à mon vélo, ça allait très bien, hormis les pneus. Mais c'est des vélos qui étaient aussi beaucoup moins efficaces et qui dans le terrain avaient énormément de problèmes. Ouais. On déraillait rapidement, on ne pouvait pas grimper parce que le vélo était trop lourd et à la descente, fallait anticiper les freins. Voilà, on était dans un sèche-linge au niveau de la sensation. Joël Voquette ? Oui, alors justement j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'avec l'avènement du vélo électrique, du VTT électrique, par rapport au VTT qu'on a connu, est-ce que les matériaux et ça ont évolué aussi ? Parce que vous venez de dire que c'est plus performant, etc. Mais vous l'avez constaté pour de vrai alors ? Alors, ne serait-ce qu'en 10 ans, il y a eu un énorme changement où du coup l'industrie du vélo s'est plus basée sur le confort que sur les performances. Alors on continue bien entendu à optimiser les performances, surtout en route, mais un vélo de route d'il y a 10 ans en arrière, c'était un engin de torture médiévale quasiment. Tandis que maintenant... J'irai pas jusque-là, ayant pratiqué la bête. La métaphore, elle est mais excellente. si on se met sur un vélo de course, même compétition à l'heure actuelle, on a vraiment une sensation de confort qui permet vraiment d'avoir des performances beaucoup plus accrues. C'est intéressant, comme vous le dites, parce que j'ai ressorti mon vieux VTT l'autre jour et effectivement, j'ai bien transpiré. Alors qu'à valeur égale avec le nouveau, on a l'impression de rouler tout seul et en comparaison, justement, ça va vraiment naturellement, quoi. Et effectivement, le matériel a vraiment évolué. Faut pas oublier que le VTT, ça reste quand même un sport qui est très très jeune. Ça date du début des années 80. Contrairement au vélo de route qui a plus de 100 ans. Effectivement, c'est encore autre chose. Le vélo, il va tout seul maintenant parce qu'il est électrique, c'est aussi pour ça. Je vois pas de quoi vous parlez, Joël Voquette. Bon, il nous reste juste 2 minutes, peut-être encore rappeler 2-3 minutes, les éléments essentiels vraiment à prendre en compte pour la préparation, on va dire, de l'hiver. Alors, on va dire niveau stratégique, si on a décidé de plus toucher son vélo, ça va être pareil aussi pour les skis. Faire le service avant la fin de la saison, comme ça, quand on ressort son vélo au printemps, il est directement prêt et on évite de payer les pièces au prix plein. Au printemps, il n'y aura jamais d'action sur des réparations, il n'y aura jamais d'action sur des pièces ou des vélos. Bien vu. Tandis que si à la fin de l'automne, on voit que son vélo est vraiment peut-être trop foutu, ça peut arriver, on peut peut-être profiter aussi d'une action sur un nouveau vélo. Ouais, c'est là où il y aura des bonnes soldes et puis des bonnes actions. Exactement. Des bonnes affaires à faire. Si on attend le printemps, on va payer le prix fort et il y aura sûrement de l'attente aussi. Donc on peut peut-être gâcher un week-end en se disant on avait prévu de sortir, on va dans un magasin de vélo le jeudi pour partir en vacances le samedi. Ça va peut-être pas être possible. De l'offre et de la demande et puis toujours profiter. Et puis, comme on le dit toujours dans cette émission, on le répète, allez voir son commerçant préféré, discuter avec lui et puis expliquer ce qui se passe. Guillaume ? Question, donc si on stocke le vélo pour l'hiver puis qu'on le touche plus parallèle avec les skis, est-ce qu'on dégonfle les pneus ou est-ce qu'on les laisse gonfler ? Bonne question, intéressant. Alors, si on arrive en fin de saison, logiquement on a des pneus qui devraient arriver foutus si on a bien roulé.
Déjà. Du coup, de mettre des pneus neufs et de les gonfler, on va peut-être les surgonfler un tout petit peu pour éviter qu'ils aillent un plat. D'accord. Et pour les vélos électriques aussi, c'est très important de ne pas laisser la batterie vide. Ah, tiens. Donc chargé. Chargé, alors l'idéal de l'idéal, Pourquoi c'est à 90%. Ah, Pourquoi Une batterie vide, ça va être comme une moto, une voiture. À la fin de l'hiver, votre batterie sera morte Ok. si elle est déchargée. À 100% aussi, elle Intéressant, sera ça. un petit peu sous pression, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Du coup, l'idéal, c'est de le charger à 100%, d'aller rouler une demi-heure. Et là, pour l'hiver, vous êtes tranquille en laissant votre vélo à température ambiante. Ah, mais donc une batterie à plat pendant plusieurs mois, ça l'abîme? Ça la détruit. Ah, je savais Voilà, pas du tout. ça c'est réglé. Merci beaucoup Martin Donc, Coiron. Guillaume vient de perdre un vélo. Ah, mince, oups. Il se rend compte là il va se dépêcher de rentrer à la maison. Chargez. Non, j'ai pas de vélo électrique, pas encore. Pas encore. Merci beaucoup Martin Coiron, on rappelle de Fatal Bike. Cet après-midi, tous les bons conseils sur radiochablais.ch en podcast. Et puis on rappelle aussi que vous retrouvez les images qui ont été filmées de cette émission sur le site de la radio et sur les différents canaux de communication de Radio Chablais. Merci beaucoup à vous trois. Bonne Merci, soirée. Cyril. Bon week-end. Au revoir. Bye bye. Bye. Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.